Voilà. Oui, oui, oui. Le temps que ça se connecte un petit peu, on voit déjà effectivement les... Là, j'ai l'impression Oui, que petit à tout le monde petit. nous a rejoints. Eh bien, c'est parfait. Bienvenue, bienvenue à vous sur ce webinaire, Les Essentiels pour accueillir un élève allophone. Donc, on sera ensemble avec Céline et moi et vous jusqu'à midi, si tout va bien. Est-ce qu'on attend encore une minute ou on y va, Céline? Qu'est-ce que tu en penses? On peut commencer et puis on rattrapera peut-être pour les collègues qui nous rejoindront. N'hésitez pas, vous nous voyez parler. Si jamais vous avez un souci de son, euh, voilà, vous pouvez nous le signaler, ou un souci de diaporama. Vous devriez voir apparaître la vignette que vous avez vue également sur le site de Canotech quand vous vous êtes inscrit, donc les essentiels, pardon, pour bien accueillir un élève allophone. Donc bonjour et bienvenue. Et N'hésitez pas à utiliser le chat pour vous présenter aussi, alors, peut-être donner... veillez bien quand même à vos caméras et vos micros. Oui, Voilà, c'est pas qu'on ne veuille pas que vous ouvriez vos caméras, mais voilà, juste une vigilance pour vous aussi. Sachez que quand elles sont ouvertes, effectivement, que tout le monde vous voit et pas uniquement Jennifer et moi. eh bien, allons-y et je vous laisse pendant ce temps peut-être vous présenter dans le chat et n'hésitez pas à l'utiliser pour partager entre vous également. Alors, donc comme vous l'a dit Céline, on va vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de bien penser à couper vos micros, éteindre vos caméras et donc ne pas hésiter à poser les questions dans le chat. Ça peut être aussi des remarques ou partage d'expérience, donc n'hésitez pas. Petite diapo pour vous rappeler comment avoir accès au support de la formation et à l'attestation de présence. Donc il faut aller sur Réseau Canopé, réseau-canopé.fr et pas sur Canotech. Ensuite, vous allez dans la rubrique Mon agenda, vous cliquez sur Formation passée, puisqu'elle sera passée, et vous retrouvez le webinaire concerné, vous cliquez dessus et normalement, vous avez les documents que nous aurons chargés. Donc, ne vous attendez pas forcément à la voir tout de suite après la formation, mais voilà, d'ici la fin de la semaine, vous devrez avoir accès à ces documents. On peut se présenter. Du coup, moi, je suis Jennifer Zerbib, je suis formatrice à l'atelier Canopé 94 et je suis professeure des écoles de formation et j'ai enseigné aussi en RASED, réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté. Donc, on est 3 à avoir préparé ce webinaire et à l'animer, pas forcément nous 3 en même temps. Donc, il y a Johanna Marquez aussi, qui est formatrice à l'atelier Canopé 93 et aujourd'hui, j'animerai avec Céline que je vais laisser se présenter. Donc moi, je suis Céline Laurent, je suis formatrice à l'atelier Canopé de Lyon, dans le Rhône, et je suis également professeure du second degré en lettres, professeure également de langue en allemand et en français langue étrangère et français langue de scolarisation. Donc voilà, je suis ravie aujourd'hui de travailler avec Jennifer sur ce webinaire, de l'animer avec vous. Mais voilà, n'hésitez pas surtout à intervenir dans le chat et de manière à ce qu'on Oui, puisse coller le plus possible aussi à vos profils, hein. C'est pour ça qu'on vous demande d'où vous venez. Voilà. Mais c'est surtout effectivement par rapport à peut-être vos fonctions ou les établissements dans lesquels vous enseignez ou les classes oui, dans lesquelles vous vous trouvez. Ça peut nous permettre au fur et à mesure de peut-être vous apporter des éléments plus précis ou éventuellement de répondre plus précisément à certaines questions si on sait en fait dès le départ dans quel type d'établissement vous intervenez ou avec quel oui, je public. vois que c'est intéressant justement pour les premières personnes qui ont partagé leurs fonctions, de voir la variété des profils. Il y a des enseignants, mais aussi donc de différents niveaux, notamment maternels, mais aussi des chargés de mission inclusion scolaire, enseignants aussi en Suisse, intéressant, et coordinatrice en français langue seconde allophonie, enseignants en lettres et FLS. Ah oui, OK, et Razed, une collègue.
de A à Z. Bon, bienvenue à tous et on poursuit. Alors, le déroulé qu'on vous propose pour, cette formation, aujourd'hui est le suivant. Donc, après ce petit temps d'accueil, on va, heu, qui va se poursuivre un petit peu, dans les quelques slides suivantes. On va vous présenter des ressources institutionnelles sur lesquelles vous pourrez vous appuyer ou inviter vos collègues à s'appuyer dessus, pour, bien accueillir un élève allophone. Ensuite, on va consacrer une petite partie sur les besoins des élèves, et en particulier des élèves allophones. Ensuite, on verra ensemble comment est-ce qu'on peut accueillir, au mieux, un élève allophone au niveau de l'établissement et enfin dans la classe. Et puis on essaiera de laisser un petit temps d'échange à la fin ou bien, de distiller ces moments, au fur et à mesure de la formation, c'est en fonction de vos besoins. Alors, réseau Canopé, pour ceux qui connaissent pas, on est, opérateur du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et on a pour mission de former tout au long de la vie, les enseignants. Donc, autant, débutants que plus confirmés. On est, un atelier, par, département, autant, en métropole, que dans les DOM-TON et on a aussi un atelier en Guyane et à La Réunion. Voilà, exact. Les thématiques de formation, sur Canotech, on vous a mis sur cette slide les différentes thématiques, comme vous voyez, qui sont assez transversales et nous, on va s'inscrire dans cette thématique-là, faire classe à tous les élèves. Donc on vous invite à la consulter puis et vous verrez, des ressources, autant synchrones qu'asynchrones, donc des capsules, vidéo, d'interviews, des films d'animation, des webinaires, des conférences et notamment sur la thématique, de bah, comment, autour des élèves allophones, je vous laisserai découvrir parce qu'il y a souvent des nouveautés, donc je vous invite aussi à la consulter régulièrement. Les objectifs pour aujourd'hui, ça va être d'identifier les modalités d'accueil d'un élève allophone arrivant, mais aussi identifier des pistes pour adapter ses gestes professionnels aux besoins de l'élève allophone et choisir des ressources et des outils pour accompagner l'élève dans ses apprentissages. Donc on vous propose pour commencer un petit sondage, qui va s'afficher. Il faudra répondre à la question: à votre avis, combien il y a d'élèves allophones nouvellement arrivés qui ont été scolarisés, sur, l'année 2022-2023? Donc, je lance le sondage. C'est bon, hein, il est apparu. Oui. Je vois petit à petit, il y a de plus en plus de participants au sondage. Pour l'instant, c'est assez réparti. On a encore, des réponses qui arrivent. Ça se stabilise. Je le publie maintenant, Céline? Je ne vois pas en fait moi les Ah pourcentages. Il oui, y a que toi qui les vois, d'accord. donc moi je vois juste, comme un Bah, participant. j'ai pas tout le monde qui a participé. Non, mais parfois on peut avoir une petite perte de réponses, pour peu que les collègues soient sur leur téléphone. Voilà, donc D'accord, c'est c'est pas pas forcément les 3/4, on peut y aller. d'accord, alors on y va. On publie et on voit que, la majorité des réponses a été sur la proposition numéro, 2, entre 2 et 3. Alors je ne vois plus les C'est propositions qui 50 et étaient, 70 000. 50 000, entre d'accord, 50 000 et 70 000. entre La 2, 50 c'est 000, 50. merci, et 70 000. Donc on va voir sur la diapo suivante. C'est intéressant, hein. Ouais. Qu'en fait, c'est 89 500 élèves allophones qui, sont, nouvellement arrivés, qui ont été scolarisés
sur l'année 2022-2023. Donc la réponse la plus proche, c'était environ 90 000. Donc sur cette diapo-là, vous voyez la répartition de ces élèves allophones nouvellement arrivés entre le niveau élémentaire, 41 000 élèves, au collège, 36 000 environ, lycée, 12 000 environ, plus 1500 jeunes qui ont été pris en charge par les missions de lutte contre le décrochage scolaire et 1000 élèves qui est resté en attente de scolarisation au 1er juillet 2023. Donc ces chiffres-là, ils nous viennent de l'enquête annuelle de l'ADEP. L'ADEP, c'est la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance. Donc si vous voulez en savoir plus, vous avez la possibilité de consulter leurs enquêtes. Juste peut-être un petit point Oui. sur ces chiffres-là. Jennifer vous a dit qu'effectivement, c'était 41 000 en élémentaire. Il faut savoir que par rapport à l'année d'avant, il y en a 5 000 de plus en élémentaire, à peu près pareil en collège, et à peu près 2 000 de plus en lycée. Donc, et 3 éléments aussi peut-être à retenir sur ce chiffre de presque 90 000, c'est que on parle de l'élémentaire, pourquoi? Parce que les élèves, les enfants en dessous de 6 ans ne sont pas recensés. Voilà. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de dispositif du PE2A. Également, tous les élèves qui sont, ou les enfants qui sont instruits en famille ou en établissement hors contrat ne font pas non plus partie de ce recensement. Et les jeunes qui sont entre 16 et 18 ans, qui ne sont pas scolarisés, mais qui par contre sont pris en charge par une association, ne sont pas non plus recensés. Donc on a quand même une partie des enfants qui ne Ils ne sont sont pas comptabilisés. On Et viendra d'ailleurs, il y avait une collègue. Oui, Non, non, je d'ailleurs, il y avait t'écoute. une collègue qui posait la question justement par rapport aux maternelles, s'ils étaient comptabilisés. Eh bien non. Non, en dessous Pas de dans ces 6 ans, les chiffres-là en enfants tout ne cas. sont pas recensés. Ouais. Non, c'est pour ça que c'est important de savoir qu'on parle Mmh. vraiment d'élémentaire et pas de premier degré. Tout à fait. Merci Céline pour ces précisions. Bah, de toute façon, je vais te laisser la main pour Oui, les c'est ressources pour ça que j'allais institutionnelles. recommencer à rebondir. Je savais que juste après, j'allais reprendre. Et enfin, voilà, ce sont des chiffres que moi, je trouve vraiment très, très intéressants. Puis là, je pense que c'était d'autant plus important qu'effectivement, pour la majorité, vous les aviez situés plutôt à 30-50 000. Donc, enfin, pardon, 50-70. Donc, un petit point maintenant sur tout ce qui va être ressources institutionnelles, donc, auxquelles vous allez avoir accès de manière vraiment très, très facile, notamment en cherchant EduSchool. Donc, je vous montrerai hein, les éléments juste après. L'avantage de ces ressources-là, c'est que vous n'avez pas de questions à vous poser, j'ai envie de dire, sur le, le cadre, le bien fondé, les vérifications théoriques, le fait de savoir si vous pouvez les utiliser en classe. Vous appuyez dessus, voilà, vous savez qu'elles ont été validées et valorisées. Donc, vous avez une page sur le site EduSchool qui, justement, va vous permettre d'aller prendre des informations sur l'accompagnement des élèves. Donc, dans la partie accompagnement des élèves, il y a un focus sur l'école inclusive. Et au sein de ce focus d'école inclusive, on a vraiment des éléments et des ressources à utiliser, notamment pour l'accueil, mais aussi pour valoriser en fait les élèves allophones nouvellement arrivés. Donc, c'est vraiment cette idée-là qui peut être intéressante. Et donc, quand on parle d'accueil, eh bien, justement, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse met à disposition un guide d'accueil bilingue que vous allez pouvoir retrouver en format audio et en format papier. Il se présentera toujours de la même manière. Donc, vous avez un code couleur. Le code couleur, donc la partie jaune, c'est vraiment la partie générale, la partie accueil. Ensuite, vous avez une partie qui présente en bleu l'école telle qu'on peut la découvrir en France, hein, le système scolaire et l'école telle qu'elle est conçue en France. Et ensuite, pour chaque niveau, donc la maternelle, l'élémentaire, le collège, le lycée, eh bien, vous allez avoir une fiche cible
À chaque fois, sur fond blanc, c'est en français. Et sur le fond de couleur, c'est dans la langue cible. Donc, si je partage rapidement mon écran, alors, pour ne rien vous cacher, il fallait que je me déconnecte 3 fois tout à l'heure, puisque mon ordinateur faisait de la résistance. Donc, j'espère qu'il ne va pas recommencer. Normalement, vous devriez voir une fenêtre. Voilà. Donc là, tout à l'heure, Jennifer vous a parlé de Canotech. Et donc, effectivement, c'est ici que vous allez pouvoir retrouver les différentes thématiques avec justement le type de ressources que vous voudriez voir. Puis, les chiffres que l'on vous a présentés, vous pouvez les retrouver également ici. Voilà, sur la scolarisation des élèves. Alors, celle-ci, c'est la page qui avait été publiée en 2023 sur les chiffres 2021-2022. Nous, on vous a présenté les chiffres plus récents, mais si vous descendez, vous retrouverez bien évidemment les chiffres de cette année. Et ici, vous allez retrouver donc justement cette page sur EduSchool. Donc, comme vous le voyez, c'est ce que je vous disais. Donc, accompagnement des élèves, école inclusive, ressources pour l'accueil. Et quand vous déroulez ici, eh bien, vous allez avoir, vous le regardez, si vous regardez les sites, il y a toujours une mise à jour, en fait, assez régulièrement, j'ai envie de dire, au moins tous les 6 mois. Et donc, le fameux, voilà, livret d'accueil. Donc, bien évidemment, vous l'avez en langue française. Et ensuite, vous allez avoir, pour certains, 2 versions, version papier, version audio. Pas pour tous, mais vous l'avez quand même. Voilà. Alors, bien évidemment, quand on dit en chinois, en espagnol, etc., on est effectivement sur du mandarin. Et l'espagnol, ce sera l'espagnol d'Espagne. Voilà. On reste mais ça permet quand même de communiquer. Pareil en portugais, c'est le portugais du Portugal et pas forcément celui qu'on va retrouver, je sais pas, au Mozambique. Voilà, on descend, voilà. Donc vous en avez un certain nombre quand même. Et je voulais vous montrer donc un exemple. Voilà. Donc là, je l'avais choisi en turc. Normalement, voilà, vous le voyez. Et effectivement, vous avez bien la présentation complète ici. Et à chaque fois, le même canevas. L'école française, donc avec à chaque fois le code couleur qui est repris, c'est celui que l'on va retrouver. Voilà. Et là, ça permet quand même déjà de proposer à la famille un accueil qui peut être rassurant. Je vais vous le montrer juste après sur la slide d'après, mais je vous le partage déjà tout de suite. Je vais vous montrer un document. Pardon, mon ordinateur du coup est un petit peu flou. Là, c'est une des 4 fiches que je vais vous présenter dans quelques instants. Alors, ce sont des fiches qui vont vous permettre, là aussi, des fiches clés en main, qui vont vous permettre pour celle-ci, de réussir l'accueil dans l'institution. Alors, cette fiche, elle va s'adresser généralement un petit peu plus à un chef d'établissement ou à un directeur en élémentaire, parce que vous allez quand même avoir un certain nombre d'informations sur les enjeux de l'accueil, un rappel des différents textes, et également, je vous en parle quand même, on reviendra tout à l'heure sur le rôle d'expert du CASNAB, parce qu'en bas de chacune de ces fiches, en fait, vous allez avoir une cytographie ou une bibliographie qui, par contre, peut également vous intéresser. Et après, vous avez, voilà, donc c'est un petit peu long, mais ça vous permet également d'avoir en fait les textes officiels, les derniers, ceux qui peuvent vous permettre aussi d'appuyer votre préparation, votre accueil, votre échange avec les parents, ou d'expliquer également aux collègues que voilà pourquoi on met tout ça en place, parce qu'on a aussi un cadre, à la fois un accompagnement, mais aussi des obligations pour accueillir ces élèves. Alors, j'arrête mon partage pour venir à la slide ici. Voilà. Et donc, les 4 documents dont je voulais vous parler, ce sont ceux-là. Et je vous ai montré donc le premier. Donc, chacun, effectivement, peut se télécharger facilement. Et encore une fois, vous aurez des éléments
en fonction du support, en fonction des informations dont vous avez besoin. Là, on est vraiment sur le guide d'accueil que je vous ai présenté tout à l'heure. Il est vraiment à destination des familles. Ces fiches-là, elles sont à destination du chef d'établissement ou de l'enseignant, mais c'est vraiment un document support, un document de travail cette fois. Essayez de ne pas faire de partage d'écran trop nombreux. Sur les dispositifs et les sigles. Alors, l'idée, c'était effectivement de voir que très souvent, alors dans l'éducation nationale, mais pas uniquement, on emploie une certaine quantité de sigles et il est important quand même de se positionner et d'être au clair et de se dire, ben voilà, je sais ce que j'emploie comme terme, je sais de quoi on me parle ou de qui on me parle. Donc on va vraiment aller sur les sigles que vous allez entendre obligatoirement quand on va vous parler d'élèves allophones. L'idée, c'est pour vous d'avoir en tête en fait ce que ces sigles représentent globalement. Sur le support que vous aurez à disposition, vous aurez la possibilité de cliquer directement sur les différents sigles qui vous emmèneront sur un site ou sur une page qui sera un peu plus développée. L'idée là, pour l'instant, ce matin, c'est vraiment de couvrir ces sigles-là de manière à ce que ce soit clair. N'hésitez pas à intervenir ou à me poser des questions dans le chat si besoin. Le sigle de EANA, eh bien, c'est effectivement l'élève allophone nouvellement arrivé. Ce sigle-là a beaucoup évolué, il a beaucoup changé, mais depuis quelques années, on est resté sur ce sigle-là. C'est important, le nouvellement arrivé justement dans cette terminologie, dans le choix de ce sigle, parce que l'élève allophone nouvellement arrivé n'est pas un élève allophone simplement. Dans le nouvellement arrivé, on va en fait induire que ça va être limité dans le temps. Quand on va parler d'élèves allophones nouvellement arrivés, eh bien, on considérera qu'un élève allophone correspond à ce critère de temps pendant un an et demi, 2 ans grand maximum, après son arrivée en France. Donc, un élève allophone nouvellement arrivé un élève allophone nouvellement arrivé va bénéficier de certains accompagnements, de cadres particuliers, mais pour pouvoir accéder justement à ces accompagnements, il est impératif que l'élève soit nouvellement arrivé. Voilà pourquoi on insiste autant sur le NA. Sa scolarité, eh bien, quand on accueille un enfant, quand on accueille un élève, un nouvel arrivant, eh bien, on peut s'interroger sur sa scolarité antérieure. Et donc, on va souvent dire, eh bien, cet élève-là, il est NSA, donc non scolarisé antérieurement, ou quand il est SA, quand il a été scolarisé antérieurement, généralement, on ne le précise pas, mais effectivement, on va se focaliser sur les élèves pour lesquels on a un doute sur la continuité de la scolarité. Donc, un enfant qui a été partiellement scolarisé antérieurement, c'est un enfant pour lequel, par exemple, arrivé en CM1, CM2, eh bien, il a été scolarisé, mais pendant 2 ou 3 ans, et puis il y a eu une interruption pendant 1 an ou 2, ce qui fait qu'il a quand même des codes de l'école, mais c'est des codes qui vont devoir être à minima réactivés, et bien évidemment, pour certains, complètement modifiés et adaptés de nouveaux codes. Mais c'est en cela que ça va être intéressant et que l'on va préciser PSA ou NSA. On parle du CASNAV. Le CASNAV, c'est le centre académique, en fait. Donc, dans chaque académie, vous avez un CASNAV. Et ce CASNAV, il va vous permettre, justement, parce que le CASNAV a plusieurs missions, hein. Il a une mission d'accompagnement, hein, justement, d'accueil de ces élèves-là. C'est dans cette mission que le CASNAV va accueillir les élèves et souvent les évaluer, en fait, faire une évaluation diagnostique, hein, à l'arrivée des élèves. Donc, c'est intéressant pour vous parce que le CASNAV va être quand même un lieu à la fois physique, mais de ressources, mais également un accompagnement parce que dans ces missions,
eh bien, il va y avoir un accompagnement pédagogique qui va à la fois accompagner l'élève quand il va arriver, mais également aussi répondre aux questions des enseignants, aux besoins des enseignants. Donc, c'est vraiment le centre académique vers lequel vous allez vous tourner, et parce que pour l'accueil des élèves allophones, ça restera une ressource importante. C'est également un centre de formation, hein, formation pour les enseignants, donc pour tous les personnels des écoles, bien évidemment, mais pour les enseignants qui veulent, par exemple, passer la certification, voilà, vous pouvez vous tourner vers le CASNAV également. Et, et également, les chiffres qu'on vous a présentés tout à l'heure, hein, de l'ADEP, hein, eh bien, ça fait partie des missions du CASNAV aussi, de faire remonter ces chiffres et justement de contribuer en fait à l'organisation et au suivi de tous les dispositifs académiques qui sont mis en place. Donc c'est pour ça que vous en avez un par académie, qu'ils ont des missions communes, mais que selon les territoires, ils pourront répondre également précisément à vos besoins. Donc n'hésitez pas à solliciter les CASNAV parce qu'en fait, là aussi, ce sont des personnels ressources et c'est leur rôle, hein, d'accompagner, d'accueillir les familles. Ils font le lien en fait, hein, entre tous les intervenants autour de cet élève allophone. Donc, ça peut être les communes, les associations, voilà, enfin, vraiment voilà, c'est eux qui font vraiment le lien. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers les CASNAV parce que très souvent, il peut y avoir des informations qui vous seront précieuses. Et, là également, sur le petit logo qui est en haut de la page, vous cliquerez dessus et vous aurez en fait l'annuaire de tous les CASNAV de France et de Navarre. Et donc, vous pourrez choisir celui que vous voulez contacter. Donc, voilà, donc sur le petit logo carte au-dessus. On voulait également vous parler rapidement du CECRL, puisque le CECRL, donc c'est le cadre européen commun de référence pour les langues. Et souvent, on va dire, l'élève, il a un niveau A1, A2, A1.1, B1, etc. L'idée, c'est d'avoir en fait des éléments pour, pour identifier ce que l'on met derrière ces différents niveaux. Donc, on va considérer en fait que, par exemple, pour les langues étrangères enseignées dans le système scolaire français, on va considérer qu'un élève, au sortir de la troisième, il devrait avoir un niveau A2 dans au moins une des deux langues étrangères qu'il a expérimenté, qu'il a voilà, suivi tout au long de sa scolarité jusqu'en fin de troisième. Le niveau A, c'est un niveau utilisateur élémentaire. Des phrases simples, des temps de conjugaison simples. Donc voilà, après, quand on a le B, ce sera plutôt un utilisateur indépendant. Et à chaque fois, chaque lettre est subdivisée en deux niveaux, hein. Mais voilà, quand on accueille un élève allophone, il est souvent A1, et puis effectivement, dès qu'il commence un petit peu à comprendre, il devient vite A1.1, et puis et ensuite, voilà, on tend vers du A2. Mais effectivement, c'est important en fait d'avoir un repère en termes de structure aussi de langue pour savoir à quoi va servir ce CECRL. Il va vous permettre d'adapter également votre manière de vous exprimer quand vous vous adressez à cet élève et de comprendre effectivement que dans sa manière de répondre, eh bien, voilà, son niveau de langue ne lui permettra pas forcément de faire des phrases complexes tout de suite. Et encore moins d'employer des expressions idiomatiques. Les expressions idiomatiques, elles vont apparaître forcément déjà à un niveau B. Un bon B1. J'ai la part qui me gêne. Hop. Et donc, notre dernier point sur ces sigles-là. Oh, pardon, j'ai un petit problème de souris, pardon. Les derniers sigles que l'on voulait évoquer avec vous. Allez.
c'est avant-dernier en fait, c'est pas vrai, je triche. Ce sera ceux qui concernent les UPE2A. Les UPE2A, donc, sont les unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants. Et tout à l'heure, on en a parlé un petit peu puisque Jennifer vous disait que les UPE2A, elles accueillent à partir du CP et que c'est pour ça que les élèves allophones, enfin que les élèves de maternelle n'étaient pas comptabilisés dans les chiffres de l'ADEP, puisque là encore, les chiffres sont remontés par les CASNAV et que les CASNAV n'ouvrent les unités pédagogiques que pour les élèves à partir du CP. Donc, voilà sur le cas des UPE2A. Je ne vais pas développer puisqu'on va vous montrer une petite vidéo sur les UPE2A juste après. Et donc, globalement, en UPE2A, le nombre d'heures, la durée de l'accueil va dépendre, le nombre d'heures par semaine, et la durée de l'accueil sur 6 mois, 1 an, 1 an, 1 an et demi, vont dépendre de justement si l'élève allophone a été scolarisé antérieurement ou pas, du dispositif le plus proche de son lieu de scolarité ordinaire. Voilà. Donc tous ces éléments-là sont pris en compte par le CASAV et par les enseignants qui interviennent en UPE2A et qui vont ajuster justement en fonction des besoins. Le dernier sigle qui nous semblait important, c'est celui qui concerne la langue. Qu'est-ce que le français, langue de scolarisation, français, langue maternelle, français, langue étrangère, etc. Donc, on a en fait, sur ce cadre-là, des éléments voilà, très précis. On a français langue maternelle, c'est le français langue familiale, celui que l'on apprend de manière informelle à la maison, au quotidien. Le français langue étrangère, c'est celui qui est appris dans le cadre d'une discipline, c'est-à-dire que la langue française est enseignée comme une discipline scolaire, au même titre que les mathématiques, les SVT, et donc c'est ce qui va correspondre dans le système scolaire français à l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le portugais, le mandarin, le russe, et j'en oublie. Voilà. Le français langue seconde, c'est le français que l'on va utiliser au quotidien pour vivre tous les jours. Donc, très souvent, effectivement, on va avoir ces différentes langues qui, selon où l'on habite, vont en fait être confondues. Le français langue de scolarisation, c'est celui dans lequel en fait on va enseigner les autres disciplines. Et en ce qui concerne les élèves allophones, bien évidemment, qui nous sont confiés, eh bien, le français langue de scolarisation et le français langue seconde sont confondus. Il est possible que l'élève allophone qui rejoigne la France ait eu des cours de français langue étrangère dans son système scolaire d'origine ou dans le pays dans lequel il était. Bien évidemment, sa langue familiale, sa langue maternelle ne sera pas le français. Mais voilà pour le distinguo entre ces quatre type en fait de langue et la manière en fait dont la langue elle est pensée à chaque fois. Mais bien évidemment, il va y avoir en fait des ponts selon les différentes situations. N'hésitez pas à intervenir dans le chat hein, si vous avez des questions. Alors, est-ce que tu as accès à la vidéo, Jennifer, ou pas? Alors, je vais regarder si je peux Parce qu'en fait, la là, comme c'est un diffuser. PDF, j'avais mis un petit teaser tout à l'heure. J'espérais que tu avais compris mon message subliminal. Oui, non, mais oui, en plus, j'avais essayé de voir. Alors, Attends, on a en fait sélectionné deux petites vidéos. Donc là, c'est le témoignage en fait d'un enseignant donc PE. Donc un PE sur les EANA. Voilà, l'idée, c'était de vous dire, voilà, tout de suite, on replonge en UPE2A, on replonge dans les différents types de sigles. Donc, c'est une petite vidéo hein, une trentaine de secondes et l'enseignant, en fait, présente un petit peu ce qu'il fait. Est-ce que ça marche? Alors, j'y suis presque.
Presque, ouais. Je vais juste mettre Il faut en, ouais, en juste plein écran. ma souris. Parce que là, c'est Là, ton c'est en diapo plein complet. écran. Ouais. C'est en plein écran, c'est ton Ouais. diapo complet qu'on voit. Mais c'est pas grave. Sinon, on poursuit et je rebasculerai la vidéo après. Je vais la repréparer. Tu peux arrêter le partage d'écran D'accord. et je vais la repréparer de mon côté. Je la remontrerai après. Je peux tout couper. On voit ton écran encore. D'accord. On voit ton Teams, Bah, là, en fait. je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. On voit ton Teams encore. Désolée. Voilà. Voilà. On voit, On va on y voit encore ton arriver. On va y arriver et oui, c'est pour ça. Hop. Ouais, c'est juste en C'est bas. bon. Voilà. Voilà. Il y avait une petite question dans le chat, pour, mieux comprendre la nuance entre, français langue seconde et peut-être français langue de scolarisation. C'était ça les 2 derniers? Oui. Alors, français langue seconde, c'est le français que l'on va utiliser au quotidien. Par exemple, les enfants, eux, vont avoir une langue de scolarisation qui sera le français, mais leurs parents auront une langue seconde qui sera le français, parce qu'au quotidien, pour aller à la boulangerie, etc., ils vont utiliser le français. On prend un exemple, toujours le même, je pense que Jennifer va en avoir assez, il va falloir que je le change. Un étudiant français qui part étudier à Milan, eh bien, sa langue maternelle, ce sera le français. Il va aller habiter à Milan. Sa langue seconde, ce sera l'italien, puisqu'il sera au quotidien entouré par l'italien. Mais il a décidé de suivre un cursus en anglais parce qu'il trouvait que son niveau d'anglais n'était pas suffisant pour pouvoir se projeter dans voilà, dans sa vie professionnelle. Donc, les cours sont en anglais. Donc, l'anglais sera la langue de scolarisation. L'italien, ce sera la langue seconde. Et il est, il a vu qu'il y avait un cours d'hébreu, ça l'intéresse, et donc il se lance dans l'hébreu comme langue étrangère. Donc on a bien une langue française maternelle, une langue étrangère, l'hébreu, une langue seconde, l'italien, et une langue de scolarisation, l'anglais. Est-ce que cette fois c'est plus parlant? Je ne sais pas pourquoi moi je vois pas le chat. Ouais. Bon, parfait. C'est bon. Je te laisse du coup Oui, reprendre la main, on continue. Jennifer, et puis moi je vais essayer de retrouver, enfin je vais pas retrouver, je vais récupérer les vidéos de mon côté en attendant, et je vous les remontrerai un peu plus tard. D'accord. Bonjour, Nassima, bienvenue. Aucun Alors il y avait souci, 2 bonjour. petites vidéos et donc là, on va passer aux, besoins des élèves. Parce que quand on va accueillir, des élèves, allophones nouvellement arrivés, il va falloir qu'on essaye, d'anticiper au maximum, leurs besoins, soit pour, essayer d'y répondre au mieux, soit pour aussi, les avoir, en tête. Donc on va voir ensemble plusieurs, catégories de besoins. Heu, Allons-y. Alors d'abord les besoins fondamentaux. Donc là, on vous a mis une capture, d'écran d'une capsule, qui est, disponible sur Canotech, et donc qui fait partie, des paroles d'experts sur Canotech. Et là, on entend, Christophe Marcelier qui est docteur en sciences de l'éducation et aussi inspecteur général de l'éducation nationale et maître de conférences et qui s'intéresse à la qualité de la relation pédagogique, des espaces de parole à l'école et qui est connu pour avoir développé des concepts comme, l'éthique, relationnelle et la bienveillance active. Et ici, donc dans cette capsule, il va décrire les besoins fondamentaux, des élèves et l'importance qu'ils soient satisfaits pour que les élèves puissent, réussir à l'école. Donc en gros, ce sont les besoins que les élèves vont ressentir pour être en bonnes conditions pour apprendre et qui vont varier en fonction de l'âge et aussi des différents contextes de vie. Donc pour, les élèves, allophones, ça va être très, très varié. Donc d'abord, il y a les besoins physiologiques, le besoin d'avoir un sommeil suffisant, une alimentation de qualité et suffisamment d'activité physique. Donc, en tant qu'enseignant, il faut avoir à l'esprit que pour certains élèves allophones, ces besoins vont pas forcément être, satisfaits.
pas pour tous, hein, évidemment, mais voilà, pour certains, en fonction, de leur parcours, de leurs conditions de vie, ça va pas être forcément, satisfait. En ce qui concerne ensuite les besoins psychologiques, le premier des besoins fondamentaux, ça va être celui d'être, en sécurité, de se sentir en sécurité dans la relation avec les enseignants et avec, les pairs, avec, les camarades. Donc ça, c'est très important, pour, accueillir l'élève allophone que de, faire des efforts pour construire cette relation de confiance, à la fois avec les adultes, mais aussi avec, les pairs. Donc une relation de confiance et de bienveillance. Après, il y a d'autres besoins aussi, psychologiques qui vont avoir une grande importance. Le besoin d'appartenance, donc là, c'est en l'occurrence l'appartenance au groupe, à l'école, aussi le besoin de donner du sens, à la scolarité, à l'école, au savoir et besoin de justice aussi, heu, d'autres besoins également essentiels, le besoin de reconnaissance et d'estime de la part des enseignants, besoin d'écoute, d'aide et de temps aussi, de temps pour, construire petit à petit, les apprentissages. Hem, des besoins, on va dire un peu plus, de niveau supérieur, besoin d'autonomie et de réalisation de soi, hem, qu'on va laisser peut-être pour, un peu plus tard, heu, quand on accueille un élève allophone. On y va petit à petit. Alors une autre, catégorisation de besoins, je vais vous présenter juste après, mais avant, peut-être juste revenir sur un point, important, c'est de savoir justement que les élèves allophones nouvellement arrivés font partie, des élèves à besoins éducatifs particuliers. Quand on entend cette appellation-là, on a plutôt, tendance à penser aux élèves, en situation de handicap, mais les élèves nouvellement arrivés en France, font partie des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que, ce sont des élèves qui vont avoir besoin d'une attention particulière. Donc, la DGESCO a proposé cette définition-là qu'on vous a mis, à l'écran. Donc les élèves à besoins éducatifs particuliers, ce sont des élèves qui ne peuvent être scolarisés dans de bonnes conditions que si on leur prête une attention particulière pour répondre aux besoins qui leur sont propres. Donc je vous parlais d'une autre catégorisation, de besoins. Donc là, on a, une catégorisation qui est proposée par Valérie Barry. Valérie Barry, qui est maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'université Paris-Est-Créteil et formatrice aussi, professeure agrégée de mathématiques également, et docteur en sciences de l'éducation. Donc ses travaux, portent sur la construction d'une intelligibilité des apprentissages pour, les enfants et les adolescents à besoins, spécifiques. Donc, elle va, parler de besoins personnels d'apprentissage ou de besoins pour apprendre et elle va essayer de s'intéresser à la singularité de chaque élève, pour essayer de comprendre pour, chaque élève qu'est-ce qui peut faire obstacle à l'apprentissage, mais sans pour autant le stigmatiser. Donc elle propose 4 champs de besoins qui peuvent être pensés aussi comme des potentialités. C'est ça qu'elle dit. Et puis, elle invite aussi à identifier les points d'appui des élèves pour pouvoir, hem, avoir des leviers, pour, sur lesquels s'appuyer pour, développer les apprentissages. Donc l'idée, c'est de mieux structurer l'approche pédagogique en se basant sur ces champs de besoins. Quand on a le besoin relationnel, le besoin relationnel, ça va intégrer à la fois la relation aux autres, à autrui, la relation à soi, elle parle, d'ego. Donc pour un élève allophone, la relation à l'autrui, ça va être de construire, comme j'ai dit tout à l'heure, des relations avec ses camarades de classe et ses enseignants pour se sentir, intégré, inclus. Donc on va essayer de veiller à proposer un accueil chaleureux, bienveillant, créer un environnement de confiance. Relation à soi, pour un élève qui arrive d'un autre pays, on peut s'attendre à ce qu'il se sente perdu et avoir besoin de renforcer, sa confiance en lui. Donc essayer de lui proposer, lui donner des opportunités de montrer ses compétences, heu, lui proposer aussi des supports qu'il connaît déjà. Ça peut être
des pistes sur lesquelles on peut s'appuyer. On peut aussi parler de représentation de soi, d'empathie, de vie collective dans tous ces besoins relationnels. Donc l'idée, ça va être de faire en sorte que l'élève se sente valorisé. Après, tout ce qui est besoin cognitif, donc là, on va avoir ce besoin de construire du sens, donner du sens, utiliser des stratégies et faire appel à ce qu'on appelle son langage intérieur. Donc là, on va essayer de faire en sorte de proposer des stratégies spécifiques, de proposer des outils de mémorisation, des supports visuels pour faciliter l'attention, la mémorisation. Donc ça rentre là-dedans, parce qu'on peut s'attendre à, enfin, s'imaginer que l'élève allophone va ingurgiter énormément d'informations. Donc ce sera à nous, enseignants, d'essayer de cibler l'essentiel et de proposer différents moyens de représentation sur lesquels l'élève va pouvoir s'appuyer. Besoin instrumental, ce sera plutôt autour des outils sensoriels, l'ouïe, la vue, donc les activités motrices, la représentation dans l'espace, on le verra juste après. Aussi, on peut proposer des outils pour qu'ils puissent se guider dans l'espace de la classe, de l'école. Le matériel aussi, la gestion du matériel, c'est assez important pour aider l'élève pour se repérer et utiliser le matériel adéquat. On le verra aussi après. Et besoin culturel fondamental pour l'élève allophone, donc qui a besoin de se familiariser, comme l'a dit Céline tout à l'heure, à peut-être des nouvelles normes scolaires, des attentes de toute façon qui seront propres à notre système éducatif et qui peuvent être plus ou moins différentes de celles de son pays d'origine. Donc c'est indispensable de l'accompagner dans cette découverte. Et puis dans le besoin culturel, il y a tous les savoirs. Voilà, ça peut être des points d'appui, parce que l'élève allophone, il ne vient pas comme une page vierge, il y a des choses qu'il sait faire. Donc ça peut être des points d'appui. Et puis en revanche, la langue française sera donc nouvelle et donc sera au cœur aussi de l'apprentissage de l'élève allophone. Il faudra l'accompagner dans cette acquisition petit à petit avec des ressources variées. Ça peut être des jeux, des échanges, des aides visuelles. Voilà. Donc, il faut être attentif à ces différents champs de besoins et développer une attitude d'ouverture et de compréhension face à la diversité des besoins. Quelques points de vigilance sur cette catégorisation de besoins. Donc, c'est de penser en systémique. On n'a pas forcément besoin de définir des besoins dans chaque catégorie. Ils vont de toute façon être interreliés. Penser en dynamique parce que ce sera une photo qu'on va faire à différents moments de l'élève qui va être en évolution de toute façon. Donc, il faudra faire évoluer les aides aussi. Et puis, ne pas oublier de considérer les points d'appui des élèves allophones et les utiliser comme des leviers. Et puis, il y a certains besoins qui vont être partagés. Donc, peut-être que ce qu'on va mettre en place pour accueillir l'élève allophone pourra servir à d'autres élèves. J'étais peut-être un petit peu longue, mais voilà, ça me semblait important de développer. Et pour répondre aux besoins, on va s'appuyer sur 2 démarches, la compensation et l'accessibilité. Donc là, c'est un visuel qui est issu aussi d'une capsule Canotech. Donc la compensation, c'est plutôt apporter des aides matérielles, des aides humaines à la personne, et l'accessibilité, ça va être essayer de penser en amont tout ce qui pourrait faire obstacle pour essayer de, mmh, de proposer un enseignement accessible en levant le maximum d'obstacles en amont. Voilà, il ne reste pas beaucoup de temps pour le reste, je suis désolée. Mais je vais passer la parole à Céline qui va vous montrer ce qu'on peut faire sur quels outils on peut s'appuyer pour l'accueil des élèves dans l'établissement et dans la classe. Alors j'avais effectivement, pardon, commencé à préparer la vidéo. Elle est prête, mais elle Pas sera à disposition sur le support. ça. Vous pourrez la regarder, mais sinon on va vous mettre en retard, hein, sur ce que vous aviez.
sur votre journée. Donc, on va revenir et si jamais j'ai le temps, je vous la montrerai juste après, mais de toute façon, elle sera accessible, hein. Donc l'accueil dans l'établissement, eh bien, le 1er point, en fait, c'est de se dire, que, pour accueillir l'élève au mieux, eh bien, c'est de savoir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure également, c'est de savoir, en fait, s'il a déjà été scolarisé ou pas. Vous allez, vous avez, quand vous allez accueillir la famille ou l'élève, en fonction de son âge, hein, tout simplement, la possibilité de leur proposer un petit questionnaire pour justement, si, l'élève n'a pas eu le temps de passer encore par le CASNAV et vous n'avez pas encore ces informations-là, ça peut vous permettre d'avoir certaines informations et sur le site, du CASNAV justement d'Aix-Marseille, vous avez un petit formulaire qui propose plusieurs adaptations, plusieurs versions. Donc il y a une version écrite, une version audio, plusieurs langues possibles. Elles ne sont pas toutes, encore une fois, en format écrit ou en format audio, mais elles vont être adaptées pour l'école et le collège. Là aussi, l'idée, c'est que ce questionnaire, vous pouvez le prendre en l'état, mais vous pouvez aussi vous en servir et l'adapter en fonction de ce qui vous intéresse pour faire en sorte en fait, de ne pas oublier d'informations que vous souhaiteriez demander et en retirer d'autres ou en formuler d'autres différemment. Ce questionnaire-là, il peut être aussi complété. Ce n'est pas l'exemple que je vous montre ici, mais il peut être complété avec des petits pictogrammes qui vont favoriser et faciliter en fait l'accès à ce questionnaire et justement permettre voilà, d'avoir rapidement des réponses sur des éléments qui vont vous permettre de savoir voilà, si, dans quelle mesure l'élève a déjà certains codes scolaires. Vous avez également les livrets d'accueil. Ces livrets d'accueil, ils sont là aussi peut-être un petit peu plus à destination des chefs d'établissement, mais il y a une partie que vous pouvez quand même tout à fait utiliser, puisque chaque livret, en fait, ce sont des livrets sous format Word. Donc là aussi, ce sont des documents que vous pouvez télécharger et que vous pouvez après amender en fonction de votre intérêt ou de vos objectifs. Chaque livret est conçu de la même manière. Donc vous avez une proposition de procédure pour le bon accueil des aides allophones et des familles. Ensuite, vous avez un canevas que vous pouvez compléter pour présenter votre établissement. Donc, présenter l'établissement, ça peut être présenter les différents éléments qui le composent, hein, l'ABCD ou le CDI, l'infirmerie, mais ça peut être aussi les horaires d'ouverture, à quel moment vous êtes accessible, enfin, tous ces éléments qui ne vont pas de soi et qui ont besoin à un moment donné d'être posés et d'être écrits pour que les familles puissent s'y référer aussi assez facilement. Et ensuite, il y a un petit document que vous pouvez, préalable au premier entretien avec les parents, qui peut leur être donné pour qu'eux préparent de leur côté un petit peu les questions qu'ils voudraient vous poser ou les éléments qui les inquiètent ou qui les intéressent. Et de votre côté également, une petite fiche qui va vous permettre de préparer également cet entretien pour que vous aussi, de votre côté, vous puissiez recueillir les éléments dont vous avez besoin. Je vais vous montrer donc ces éléments. Je vais vous montrer une des fiches en fait pour vous montrer un petit peu comment elle est faite et de façon à ce que vous puissiez assez facilement finalement vous projeter. Hop. Voilà. Alors, je vais partager mon écran. Excusez-moi pour la petite le petit temps. Alors, je vais partager mon écran complet, ce sera plus simple pour cette fois. Voilà. Donc, ça apparaît. Donc là, vous voyez donc la fiche dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc la fiche du CASNAV que vous pouvez retrouver sur le site d'Aix-Marseille, donc dans les ressources communes, ici, connaître les publics, accueillir. Vous allez retrouver, donc voilà. Et vous pouvez effectivement, vous voyez, en fait, l'idée c'est vraiment de le consulter assez régulièrement parce qu'il y a des mises à jour assez régulières. Donc là, vous pouvez les regarder
Et selon les langues, bah, vous aurez soit école et collège, soit que école. Ce guide-là, ici, voilà, vous l'avez ici, par exemple. Donc là, pareil, vous avez les différents types de livrets. Je vais vous montrer celui-ci. Voilà. Donc, on est bien sur du Word, hein. Donc, voilà, facilement téléchargeable. J'ai choisi le premier degré. Présentation complète. Et je vais vous montrer rapidement, voilà, ici, ce qu'on peut faire, mais également pour la présentation de l'école, par exemple. Voilà. L'idée, là aussi, d'utiliser des pictogrammes, ça va permettre finalement un accès assez rapide, assez simple. Et l'emploi du temps, matin, après-midi, là aussi, on a les jours de la semaine. Et après, bon, matériel à prévoir, ça s'y prête plus ou moins en fonction. Mais voilà, la cantine, il y a des choses à savoir sur la cantine, etc. Et là, il y a une reprise du système éducatif que vous pouvez déjà aussi proposer dans le livre d'accueil d'EduSchool. On voulait vous montrer également, c'est ici, voilà, la possibilité de proposer en fait sur le site de l'établissement ou en format numérique autre avec un QR code par exemple, un petit plan de l'établissement. L'avantage, donc là on est allé puiser dans certains établissements et on a bien aimé celui-ci. Donc on est sur l'école Jeanne d'Arc, hein, dans l'académie de Bordeaux. Et ici, vous avez la possibilité, en fait, quand vous cliquez, hop, de voir des photos. Et là, c'est vrai que, alors, c'est un petit peu de temps de préparation. Vous voyez que le schéma ici, il est assez simple, hein, voilà. Mais par contre, chaque photo vient illustrer, en fait, les salles. Donc, on a la salle polyvalente aussi, on a le bureau de la directrice, par exemple, voilà. C'est bête, mais ce sont des petites choses qui sont extrêmement rassurantes pour les parents parce qu'ils vont pouvoir se projeter. Donc voilà, ils voient la classe, voient comment la classe elle est configurée, comment leurs enfants vont être accueillis. Et ça peut être vraiment quelque chose de ce côté visuel, quelque chose de très important. Alors, le point de vigilance, bien évidemment, c'est que normalement, le droit à l'image, il est valable 1 an. Donc ça veut dire que régulièrement, il faut remettre la photo que l'on propose à jour. Mais en début d'année, on pourrait effectivement faire une photo début septembre et échanger, ou alors faire en sorte que les enfants soient de dos, etc. Mais voilà, c'est un point de vigilance, mais néanmoins, c'est quelque chose de très intéressant. J'avais rebondi sur d'autres plans. Voilà. Alors l'idée, c'est vraiment l'accueil, le plan d'établissement. Pourquoi pas également un trombinoscope qui présente l'équipe pédagogique avec un petit drapeau pour les langues, par exemple, qui sont parlées. Cela peut être également, pas uniquement que l'équipe pédagogique, hein, ça peut être vraiment toute l'équipe de l'établissement, de manière à ce que l'élève puisse se dire qu'il peut contacter ou il peut solliciter quelqu'un en cas de besoin qui pourrait le comprendre, avec qui il pourrait échanger. Donc ça peut être aussi très intéressant, un trombinoscope. On avait une slide, je ne sais pas si tu peux la montrer? Oui. Je pensais en fait y revenir, en fait comme c'est déjà Après, midi. d'accord. Ouais. D'accord. Je m'étais dit que je montrais tout, que je remontrerai les slides après. Parce qu'après sinon je remontrerai pas le reste. Donc je remontre juste également cette fiche-là, cette ressource-là, qui est pour vous, en fait, qui va vous permettre, si vous allez donc sur langue et grammaire du monde, et bien dans la partie ressources, fiche linguistique, fiche langue, donc ici, vous allez retrouver en fait des dizaines et des dizaines de langues pour lesquelles on vous expliquera en fait la structure de la langue, un aspect également phonologique, enfin, énormément d'éléments qui peuvent vous permettre de mieux comprendre en fait pourquoi l'élève structure sa phrase d'une certaine manière. Ou alors pourquoi il a une certaine difficulté à reproduire un son. Donc ça peut être pour vous très intéressant. Ah si je regarde, je ne sais pas, hop là. Voilà, si je regarde le bengali, voilà, je vais avoir effectivement donc les contrastes, pardon, des éléments bibliographiques bien évidemment, mais tout ce qui va être également les éléments sémantiques.
Donc ça, c'est vraiment une présentation globale de la langue également, l'aspect phonologie, l'aspect grammaire, avec toujours quelques exemples sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Voilà, je ne Oui, suis bien pas sûr, français, par Isabelle. exemple. Voilà. On Oui, on tout on sera met, dans le tous diaporama. les liens. Mmh. Tous les liens, tout ce dont on vous parle, en fait, vous avez, à chaque fois que vous aurez des petits logos, vous pourrez cliquer dessus. Vous avez les parcours magistères aussi, mais là, du coup, il m'a déconnecté. Je regarde le portail Tactimalin, on va vous en parler après. Et voilà. Donc, je vais arrêter le partage, comme ça, on va revenir sur le diaporama. Voilà. Et on est ici, donc, voilà, le plan dont je vous ai parlé. Donc là aussi, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien et vous retomberez sur l'école dont on vous a montré la présentation. Là, une autre possibilité, hein, pour la présentation d'un espace vue aérienne, là aussi, quand on a des accès un peu plus compliqués ou quand on a de nombreux bâtiments à présenter, ça peut être également intéressant de montrer, voilà, typiquement, voilà, l'infirmerie, on met la Croix-Rouge, bon, c'est parlant aussi, hein. Se repérer dans l'espace, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de donner les éléments pour rejoindre l'établissement, les rues, les transports en commun, s'il y a un arrêt de bus pas loin, etc. Vous avez également quelque chose de très, très schématique aussi à droite, avec juste, si l'établissement, il y a des salles qui sont consacrées à certaines disciplines, qui sont réservées pour certaines disciplines, eh bien, on peut indiquer également sur le plan, avec un petit schéma, un petit logo ou un petit pictogramme, la discipline qui est concernée. Et là, encore une fois, ça permet de se projeter et ça permet d'être rassuré, les enfants comme les parents. Le petit trombinoscope dont je vous parlais, bon, là, il est de manière très, très basique, hein, mais c'est vraiment l'idée, c'est ça. C'est qui parle, qui comprend telle langue. Alors, on n'est pas forcément à s'exprimer de manière très claire, et enfin, si claire, oui, mais pas forcément de manière à soutenir une thèse dans cette langue-là. Mais par contre, être capable de communiquer, à minima, comprendre et répondre, communiquer, donc un petit niveau A2, si on fait un petit retour sur le CECRL, l'idée c'est ça. Et éventuellement, voilà, si c'est un enseignant, de quelle discipline. Là, c'est en cours. Si vous êtes sur un territoire numérique éducatif, si votre département est TNE, vous pouvez avoir accès via justement Tactimalin à Équipe Réussite. Sinon, vous pouvez taper directement Didier Fleu, mais vous aurez beaucoup moins de ressources sur le site des éditeurs Didier. Mais effectivement, Équipe Réussite, c'était une banque de ressources qui était dans l'accès libre et qui maintenant est réservée au territoire TNE. On avait parlé également de l'importance dans la classe d'accueillir, dans sa classe. Donc dans le premier degré, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est tout ce qui va être affichage. Donc pour les consignes, par exemple, ou pour le matériel scolaire. La possibilité aussi de produire et de proposer dans un premier temps un sous-main. Donc là, vous avez accès directement au sous-main. Celui qu'on voit sur la gauche, en fait, il est extrait d'une banque de ressources. Vous allez retrouver juste à droite en cliquant. En fait, vous arrivez sur une page et vous avez tous ces éléments-là. Et après, il vous suffit de les télécharger, de les ordonner comme vous et de les organiser comme vous voulez. L'idée, c'est que le sous-main, il peut être entièrement personnalisé en fonction de l'élève, s'il écrit en cursif, pas en cursif, s'il connaît déjà les chiffres ou pas, s'il connaît sa gauche, sa droite, les couleurs. Vous pouvez le moduler au fur et à mesure, autant que vous voulez. C'est pour ça que de l'avoir en format numérique pour pouvoir le modifier, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. Ça fonctionne aussi pour du second degré. Alors, on va choisir les choses différemment, mais on peut avoir aussi un support en second degré avec les éléments dont on a besoin, notamment les consignes. Chaque élève peut avoir son propre répertoire de mots que vous aurez commencé, vous, avec les mots que vous considérez comme nécessaires, un petit kit de survie, hein, dans le répertoire. Après, l'élève va pouvoir amender petit à petit. Vous pouvez retrouver des applications aussi pour ça, notamment celle du CASNAV et celle du Cavilam, pardon. Donc, dans celle du Cavilam, effectivement, vous allez pouvoir retrouver sur du Lala aussi, donc sur Lexilala, vous pouvez retrouver ces éléments-là. Et vous pouvez travailler sur l'ex-image du Cavilam pour avoir justement ce répertoire dictionnaire
avec l'image, le son, une définition, etc. Et un site sur lequel vous pouvez aller récupérer toutes les consignes en fait qui vont être pictoisées de manière à ce que et accompagnées du mot et du verbe, de l'action, parce que c'est important aussi qu'il y ait la relation à l'écrit, pour pouvoir justement constituer votre banque de termes nécessaires pour animer vos cours. Je te laisse finir du coup, Jennifer? Oui, très bien. Alors, rapidement, là, en fait, on avait, demandé à des collègues ce qui leur semblait important, de considérer en priorité pour, accueillir au mieux des élèves allophones, nouvellement arrivés, et on en a fait une synthèse sur cette, diapo-là. Et donc ce qui est, revenu, beaucoup, c'était de bien penser à accueillir la langue d'origine, de l'élève, et aussi, ne pas oublier la famille, de l'élève. Donc ça, c'est déjà un point, important. Laisser la place à la langue d'origine, et aussi accueillir, la famille. Autre point important, préparer les élèves de la classe, en amont de la venue de l'élève allophone. Préparer aussi, la place, de l'élève allophone, la place, physiquement dans la classe, et aussi, dans les apprentissages. Hem, Est-ce qu'on met en place un tutorat? Et voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser aussi et qu'on pourra développer dans un prochain webinaire. Et donc préparer les élèves de la classe aussi, ça peut être, par, l'intermédiaire du plurilinguisme qu'on peut mettre en avant dans la classe. Donc il y avait quelques idées, d'activités comme, par exemple, réaliser une affiche avec le mot «bonjour» dans toutes les langues de la classe. Donc ça passe par, poser, la question aux élèves de quelle langue ils parlent, quelle langue ils ont rencontré, qu'ils maîtrisent plus ou moins, ou juste, voilà, qu'ils ont rencontré oralement ou à l'écrit, sur des affiches ou, à la télé, voilà. Ça peut être très, très varié pour, justement cultiver cette sensibilisation au plurilinguisme. Les langues vivantes aussi qui sont apprises en classe, voilà. On peut constituer une fleur des langues aussi de la classe. Et côté enseignant, il y avait quelques conseils, trois conseils qu'on pouvait, donner. C'était se renseigner, comme l'a montré Céline tout à l'heure sur, le site Langue et Grammaire du Monde, se renseigner sur la langue de l'élève. Donc vraiment, on vous invite à consulter ces fiches langues si vous voulez, creuser un petit peu, les particularités de la langue de l'élève. 2e conseil, faire le point sur les évaluations de positionnement avec l'enseignant, UPE2A. Hem, Si besoin, ça peut être aussi avec, le CASNAV, hein, s'il y a besoin de creuser. Et 3e conseil, se renseigner sur le système éducatif de l'élève. Donc là, on vous a mis quelques liens si vous voulez, hem, vous appuyer sur cette bibliographie, cette cytographie. Donc voilà, parce qu'il y a des particularités. Sur la diapo suivante, on ne va pas vous la mettre, mais vous pourrez la consulter. Cette capsule Ouais, non. sur l'approche On va essayer de plurilinguiste. finir dans 1 minute ou 2. Excusez-nous pour Oui, bien le sûr, délai, on a dépassé un petit peu, hein. voilà. Mais voilà, on a essayé de synthétiser au maximum, mais c'est vrai qu'on dépend toujours un petit peu. En tout cas, voilà, sur cette capsule, vous verrez c'est une parole d'experte, hein, c'est une maîtresse de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle, responsable scientifique d'un projet de recherche qui s'appelle Plurilinguisme et inclusion scolaire, et qui va expliquer dans cette, capsule la nécessité de prendre en compte toutes les dimensions du plurilinguisme, que ce soit au niveau humain, culturel, cognitif et linguistique. Et donc elle va montrer, que ça peut être des atouts pour enrichir le parcours de l'élève et faciliter son apprentissage de la langue française. Le temps fort important.
temps fort plurilinguisme, donc il y en a un chaque année. Là, cette année, ça va être sur cette thématique-là, donc le plurilinguisme en classe, si tout ne se jouait pas dans la classe. Donc pour faire écho à la semaine des langues vivantes, vous avez entre le 19 mars, donc aujourd'hui, Aujourd'hui? jusqu'au 9 avril, vous allez avoir des webinaires, mais aussi des conférences. D'ailleurs, il y en a une cet après-midi. Donc je ne sais pas si vous êtes inscrits, mais vous en aurez une autre aussi, je crois, le 9 avril. Donc voilà, sur différentes thématiques autour de la mise en œuvre de pratiques plurilingues au sein de la classe, de l'établissement, du territoire. Donc c'est la troisième édition. Et puis, je crois que c'est tout. Il y a des temps en présentiel aussi, parce que Oui, voilà, les conférences et voilà. webinaires, Mercredi c'est prochain, en normalement. distanciel. Mercredi prochain. Voilà, sur certains ateliers, donc vous pouvez regarder, vous renseigner auprès de vos ateliers. Il y a une ressource qui est parue récemment pour les enseignants, avoir 2 langues et plus à l'école maternelle et élémentaire, qui fait donc une synthèse de la recherche et des recommandations. Donc c'est une ressource du CSEN, du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Donc là, on vous a mis sur cette diapo la synthèse de la synthèse, en fait. Sur le site de l'UNESCO aussi, hein, il y a eu un document qui est sorti récemment sur justement le plurilinguisme et l'intérêt et l'importance d'inclure le multilinguisme. En anglais, ça donne le multilinguisme. Donc ça peut être aussi également intéressant. Et une autre ressource qu'on n'a pas encore mise, qui est une bande dessinée qui est sortie pareil en fin d'année 2024, entre août et octobre, j'ai un doute, qui s'appelle Les Nouveaux Venus. Voilà, une bande dessinée justement qui est très facile d'accès et qui est vraiment très, très bien faite. Faut qu'on l'ajoute sur le support, hein. Donc voilà, tout n'est pas En encore là, mais oui, et pourtant on a déjà un petit Oui, peu débordé. Donc, mais il y avait donc voilà, vous retrouverez tout ça. Tout ça, vous l'ouvrage. pourrez cliquer dessus. Donc TV5 Monde aussi, le plurilinguisme en action, le parcours INSP, tout ça c'est de l'auto-formation. Donc vous pourrez tout à fait y accéder. On va rester encore quelques petites minutes. Si vous avez des questions, on s'excuse d'avoir pris sur votre temps un petit peu, mais voilà, on va rester là, nous, si vous avez des questions. Et on va bien évidemment libérer tous ceux qui doivent partir et qui nous ont fait voilà, le plaisir de rester jusqu'au bout. Voilà. Ceux qui n'ont pas mis, je fais ça, ceux qui n'ont pas mis effectivement leur nom, je vous ai envoyé un petit message, je ne pourrais pas vous émarger, je ne pourrais pas faire l'émargement si je n'ai pas votre nom et votre prénom. Donc mettez-le Ah oui, moi c'est important. rapidement dans le chat ou envoyez-nous un mail juste après, parce qu'on ne peut pas, je ne retrouverai pas avec des initiales ou des lettres, 2 lettres, qui vous êtes. Donc tous ceux qui n'ont pas marqué leur nom et leur prénom, mettez-moi vite un petit mot dans le chat ou envoyez-nous un mail juste après pour nous dire c'était moi, tel. Merci pour ceux qui le font. Eh ben c'est super. Merci beaucoup. Donc pour ceux qui doivent partir, merci pour votre participation. On espère vous avoir donné quelques pistes et que ce webinaire vous sera utile. Les ressources seront disponibles pour la personne qui posait la question, et pour rappel, dans votre espace réseau Canopé, dans la rubrique Mon agenda, vous avez ensuite accès aux formations passées. Il faut cliquer dessus et vous cliquez ensuite sur la formation concernée et normalement, vous avez accès à l'attestation de présence ainsi qu'au support de la formation. Et donc dessus, vous aurez tous les liens cliquables avec les ressources sur lesquelles on s'est appuyé ou qu'on a présenté aujourd'hui. Et vous aurez donc nos coordonnées aussi si vous avez besoin de nous reposer certaines questions. Ah, Eh bien oui, si vous intéressant. avez effectivement travaillé avec du Lala, oui. Mais oui, c'est effectivement beaucoup de choses aussi. Excellent après-midi ou un excellent déjeuner peut-être, si vous allez déjeuner. Et, euh, et à très bientôt sur Canotech ou en présentiel
pour les participants et participantes qui sont soit d'Île-de-France, soit de l'Académie de Lyon. Peut-être aurons-nous l'occasion de nous croiser bientôt. Nous vous souhaitons une excellente journée. À bientôt.